Hervé Temim, on prétend que vous êtes le Woody Allen du barreau, la star des prétoires. Votre salle d'attente est l'un des carrés VIP les plus courus d'Europe. Pourtant, vous êtes un ténor discret et même farouchement secret. D'où vient cet attachement viscéral au secret? Je suppose qu'à l'heure de la transparence obligatoire, ce n'est pas juste une question d'esprit de contradiction. Non, ce n'est pas du tout une question d'esprit de contradiction. Je crois que c'est très lié à mon caractère. Depuis que je suis enfant, je suis très volubile, très sociable, mais au fond très secret. Vous racontez d'ailleurs que le secret a été très tôt au centre de votre existence. Est-ce indiscret de vous demander pourquoi? Parce que j'ai eu très vite, par hasard, ou pas d'ailleurs, à recueillir les confidences, des confidences en dehors de mon métier, qui étaient des confidences dont j'ai considéré, je crois à juste titre, que leur révélation aurait pu être quasi mortelle pour la personne qui me les avait faites. Quel âge aviez-vous quand vous avez recueilli ces confidences? Alors, quand j'ai recueilli ces confidences, j'avais 17-18 ans. Mais avant cela, j'ai jamais été dans une position ou une situation tragique par rapport au secret, mais j'ai toujours eu un grand sens du secret. Est-ce que vous connaissez ce tableau de Magritte, le double secret? Non. Que vous évoque-t-il? Alors, si vous voulez, j'ai une passion pour la peinture, mais une intelligence visuelle qui est proche de zéro. Oui. Et je ne comprends jamais rien à ce que je vois, y compris à ce que j'aime ou à ce que j'achète. Donc je vais vous dire la vérité, ça n'évoque rien. Alors je vais vous raconter une anecdote qui risque d'évoquer quelque chose quand même chez vous. Vous êtes si viscéralement attaché au secret professionnel qu'au début de votre carrière, vous avez pris le risque de laisser un tueur à gages remplir son contrat plutôt que de le dénoncer à la police. Alors là, je vais vous dire une chose, ça m'est arrivé, j'avais peut-être 25 ans. Vous vous rendez compte? Ben, je me rends compte, bien sûr. Je m'en suis surtout rendu compte parce que ça a été un problème moral terrible pour moi. Vous savez, il y a le secret, il y a un attachement viscéral au secret. Si vous voulez, évidemment, c'est drôle de vous dire ça en répondant à une interview, mais moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les relations secrètes, même les relations cachées. Et si je parle à quelqu'un, je n'aime pas l'idée que ce que je lui dis va pouvoir être répété à d'autres. Je ne suis pas d'une naïveté incommensurable et je sais très bien à qui j'ai affaire. Donc quand je veux que quelque chose soit su par d'autres, je sais à qui le dire. Mais racontez-moi cette histoire de tueur à gages. Cette histoire, mais le secret, le tueur à gages, si vous voulez, c'est une histoire de fou. Quand j'étais à mes tout débuts, je défends en commis d'office un type qui était poursuivi pour recel. C'était une sorte de receleur professionnel qui avait demandé, je ne sais pas pourquoi, un avocat d'office. Et puis quelques années plus tard, je m'installe à Paris. Il prend rendez-vous avec moi, il vient. Et puis il me dit, c'était un Yougoslave avec du coffre, une carrure. Il me dit, maître, je viens vous demander conseil. Conseil, oui, après je vous vois et après j'ai rendez-vous pour un contrat. Je lui dis un contrat. Il me dit un contrat, maître, vous avez compris. Je lui dis pardon. Il me dit mais maître, voilà, je dois tuer quelqu'un. Et je lui dis qu'est-ce que vous voulez comme conseil? Je lui dis je voulais que vous me donniez votre avis. Je lui dis mais vous plaisantez. 1, vous ne m'avez rien dit. 2, vous n'allez tuer personne. 3, notre entretien est fini. Il me dit non, 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 maître, mais je voulais... Et il me donne le nom de la personne qu'il doit tuer. Quelqu'un de connu. Quelqu'un de connu. Qui exerçait un métier... proche du mien. Autre. Je suis complètement retourné. Complètement retourné. Il était presque 8 heures du soir. J'appelle Henri Leclerc. Déjà à l'époque, donc ça fait pratiquement 40 ans. La figure totémique de ce métier? Absolument. Et vraiment un homme exceptionnel en qui j'ai une confiance absolue. Il n'y en a pas deux. Il me dit, fais ci, je fais. Et que vous dites? Alors, je l'imagine sur sa chaise, il me dit, Hervé, arrête, c'est n'importe quoi, comment veux-tu que ce mec t'ait dit la vérité? Je dis, sans doute pas, c'est peut-être un mythomane complet, mais quand... Il me dit, Hervé, tu peux rien dire, tu peux rien faire. Je dis, c'est-à-dire, tu peux surtout pas informer la personne en question, tu dois garder ta langue. Mais, me dit-il, écris exactement ce qui vient se passer
de se passer et va déposer ton courrier dans la boîte aux lettres de l'ordre des avocats. À l'époque, il y avait une boîte aux lettres qui permettait d'horodater les courriers qu'on déposait. Et je me pose pas de plus de questions. Et il me dit, si jamais le bâtonnier réagit, tu verras bien. Ok, je rentre chez moi, je dors pas de la nuit. Je dors pas de la nuit, parce que imaginez que le type m'ait dit vrai, qu'il passe à l'acte et que moi je n'ai rien fait, le secret, il aurait eu bon dos. J'aurais été dans une culpabilité énorme. Mais il se passe une anecdote incroyable, alors ça, je veux dire, incroyable, c'est que je dors pas de la nuit. Le lendemain matin, je vais à la prison de la Santé. À l'époque, on était encore davantage très matinaux. Il fallait y être à 8h. Je suis à 8h dans le parloir de la maison d'arrêt de la Santé. J'attends que les détenus que je dois visiter descendent. Et là, je croise un copain, avocat, Spinner, Francis Spinner. Et puis il vient dans mon parloir, on attend nos détenus, vous savez. Et il voit que je ne suis pas dans mon assiette. Il me dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, non, ça va, t'inquiète. Non, t'as pas l'air bien. Je dis, non, écoute, ça va. Il dit, enfin, arrête tes conneries, t'es pas dans ton assiette. Je dis, écoute, non, mais il m'est arrivé une histoire de fou, etc. Et je lui raconte l'histoire. Et il me dit, Hervé, voyons, tu délires, comment veux-tu que ce soit vrai? À moins que ce soit... Et il me donne le nom de la personne qui m'avait dit « Je n'ai plus vécu. Ouais. Je n'ai plus vécu. » À l'époque, il n'y avait pas Google, Internet, etc. Mais je suivais à la trace cette personne qui, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, a quitté la France à un moment. Enfin bref, heureusement, cette personne est en vie. Et j'ai su, à cette occasion, le lourd tribut que l'on devait payer au respect du secret dans notre système français. Je n'avais pas le droit de faire quelque chose. Mais d'après vous, le secret professionnel, c'est comme le secret médical ou le secret de la confession, ça ne souffre aucune dérogation. Le secret ne s'arrête pas là où commence le respect de la vie humaine? Vous posez la question d'une manière extrêmement tordue. Non, et très fine. Tordue, je ne sais pas. Mais... Si, non, mais dans le meilleur sens du terme. Une rhétorique extrêmement fine. C'est-à-dire que si vous opposez le secret au respect de la vie humaine, si vous faites des protecteurs du secret des assassins, effectivement, c'est... Mais là en l'occurrence, c'est ça. Alors, écoutez, je crois que le secret, effectivement, est absolu. Jusque-là. Dans cette circonstance... Mais dans cette circonstance, j'avoue qu'il m'a posé un problème que je n'ai pas résolu, un cas de conscience. Je ne me serais pas non plus vu aller à la police pour dire ce dont je venais d'être témoin, d'autant plus que dans ce dont je venais d'être témoin, il n'y avait rien qui soit des faits palpables et qualifiables. Il y avait une déclaration d'intention qui pouvait être vraie ou pas, mais oui... Je suis conscient des problèmes que ça peut poser dans des cas extrêmes, parce que, par exemple, si vous voulez, un avocat qui apprend qu'un de ses clients a commis un crime n'a pas à le dénoncer. Alors qu'il y a un délit qui s'appelle non-dénonciation d'un fait qualifié crime, qui est susceptible d'être reproché à toute personne non astreinte au secret, non soumise au secret, qui le commettrait. Alors, il faut bien comprendre que le secret professionnel de l'avocat, qui est vraiment une des choses peut-être les plus difficiles à comprendre, je crois bien que ça paraisse très simple, pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec cette matière, c'est quelque chose qui en fait n'est pas une protection de l'avocat. Ça n'est même pas une protection du justiciable. Ça n'est pas une protection de l'avocat parce que l'avocat, il doit le respecter. Celui qui peut violer le secret, c'est l'avocat, c'est personne d'autre. Ça n'est pas une protection du justiciable parce que dans notre système français, qui en réalité va peut-être pas rester aussi longtemps que ça dans son intégrité, on a un système qui textuellement est merveilleux. C'est un des rares pays, un des rares systèmes dans lequel un client, c'est un mot vilain mais c'est le mot, ne peut pas délier son avocat du secret. C'est-à-dire que si je suis soumis au secret, je suis votre avocat, vous me déliez du secret, je ne peux pas. Et vous ne pouvez pas m'en délier. Et le secret, donc, il est fait pour protéger la justice. C'est vrai. Ça paraît curieux, ça paraît être grandiloquent, mais non, il est fait pour protéger l'intérêt supérieur de la justice parce que il est le socle de la défense, vraiment le socle de la défense. Et que la justice, c'est une sorte d'équilibre introuvable, ou quasiment introuvable, à rechercher entre la défense et l'accusation. Et je peux vous dire, Daphné, que quand on a exercé un tant soit peu ce métier, maintenant, moi, malheureusement, c'est plus qu'un tant soit peu,
on comprend tout de suite à quel point c'est fondamental. Vous venez me voir. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, encore aujourd'hui, après presque 45 ans d'exercice, je n'en reviens pas que des personnes qui ne me connaissent pas, à qui on a peut-être dit du bien, ils viennent, ils me racontent des trucs. Mais c'est délirant. Ils ne le font que parce qu'au moins ils sont convaincus que je les garderai pour moi. Alors j'imagine quand même que l'amoureux du secret que vous êtes doit être très malheureux à l'heure de Snapchat et de Stop Covid, parce que c'est presque une cause perdue. L'air du temps est plutôt au grand déballage. J'imagine que les gens qui s'Instagramment devant un plat de pâtes en faisant lever de la victoire, ça vous rend dingue. Ouais. Franchement, ça me fait rire, hein, je comprends même pas. Ça m'amuse, je trouve ça, c'est le contraire de ce que je suis. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, je suis peut-être un spécimen encore plus intéressant pour la psychiatrie ou la psychanalyse. Il y reviendra. Bon, mais si vous voulez, moi, ça m'a... Par exemple, quand je suis dans un endroit, dans un café, où il y a des gens autour de moi, j'adore, par goût de la rigolade, dire... parler à un correspondant et dire je suis là, c'est pas là, un autre endroit que là où je suis. Moi, pour moi, le fait de montrer à tout le monde là où on est, c'est le contraire de ce que j'aime dans la vie. Moi, ce que j'aime, c'est que personne ne sache où je suis. Et là, non, pour moi, c'est... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, c'est lunaire, mais ça ne date pas d'hier. En 1997, Jean-Denis Bredin se plaignait déjà que la présomption d'innocence soit malmenée. Elle n'est en France qu'une solennelle hypocrisie. Nul chez nous n'est présumé innocent sitôt que le soupçon pèse sur lui. La présomption de culpabilité ou la trahison du secret ne date pas d'hier. En fait, c'est un serpent de mer. Alors, attendez, ça, vous avez tout à fait raison. Et il est complètement idiot, absurde de penser que l'atteinte à la présomption d'innocence est liée aux réseaux sociaux ou aux nouvelles technologies. Ça peut être amplifié, comme tout, par effectivement la violence des réseaux sociaux. Mais non, ça date absolument pas d'hier. Les pires dérives du secret, c'est peut-être l'affaire Grégory, et avant l'affaire du juge Pascal, à Bruy-en-Artois. Non, Alors, faudrait-il importer le gag order anglo-saxon qui permet à un juge d'interdire aux médias la divulgation de certains éléments d'une procédure ? Je crois pas. C'est une très bonne... question, parce qu'il est quasiment inconnu, ce gag order, même des juristes français. Je crois pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que la France est un pays incroyablement attaché à la liberté d'expression et que je ne souhaiterais pas, moi, qu'un juge puisse interdire ou limiter la liberté d'expression de médias. Et c'est très compliqué parce qu'en plus, je suis personnellement, enfin, mon avis importe peu, mais pas favorable du tout à un ordre des journalistes, à une déontologie réglementée, régimentée des journalistes. Ce que je pense, c'est qu'il y a un gros problème, un vrai problème, dans la façon dont les médias agissent et réagissent à des faits divers, c'est qu'il n'y a pas toujours une conscience de leur responsabilité assez grande. Le vrai sujet, pour moi, c'est la responsabilité, mais l'auto-responsabilité des médias. Il y a... individuelle. Absolument. Alors, c'est particulièrement vrai pour des faits prescrits. Quand que les médias révèlent des faits prescrits, c'est presque même une nécessité, parce que les faits prescrits, on sait qu'ils ne pourront pas être jugés. Donc, si je vous disais les faits prescrits ne peuvent jamais être révélés médiatiquement, ça signifie donc qu'en réalité, des faits prescrits, eh bien, ils doivent passer à la trappe indéfiniment, pas seulement sur un plan judiciaire, mais aussi sur un plan médiatique, et donc finalement personnel pour les gens qui ont pu les subir ou pour ceux qui ont pu les commettre quand ils ont été commis. Oui, mais à l'inverse, et je l'ai connu un certain nombre de fois, quand un média décide de révéler des faits prescrits, c'est-à-dire de révéler des faits dont il sait que la personne qui est accusée ne pourra jamais en être totalement innocentée. Il faut vraiment, me semble-t-il, qu'ils aient fait ou qu'il ait fait une enquête extrêmement sérieuse, qu'ils ne prennent pas le risque, et le risque, il est souvent présent et souvent grave, de jeter en pâture à l'opinion quelqu'un dont on peut penser que la culpabilité n'est pas certaine. Et j'ai vu des trucs abominables. Abominable. Parce que là où Jean-Denis Bredin a tout à fait raison, c'est que dès qu'un soupçon pèse sur quelqu'un... Il est coupable. Mais bien sûr, et je vais vous dire une chose que je pense profondément, ça n'est pas... Coupable de faits dont on ne pourra pas le juger, coupable d'y échapper.
Oui, mais coupable de faits pour lesquels on ne pourra pas le juger, c'est terrible comme situation. Parce qu'à la limite, si vous voulez que quelqu'un qui devrait être présumé innocent ne soit pas en réalité considéré comme tel, mais puisse être jugé et qu'un jour il soit condamné, au moins la justice aura agi. Mais moi je pense que j'ai beaucoup réfléchi, enfin, on dirait, pas arrivé à pas grand-chose, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette notion qui m'a passionné. J'avais même acheté, moi qui suis l'anti-geek, j'ai acheté tous les noms de domaines présumés innocents, je les ai encore et j'ai monté un site à un moment. Oui, présumé innocent. Présumé innocent, que je vais reprendre. Mais si vous voulez, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions. C'est facile d'accuser la justice et les juges, et la justice et les juges ont leur part de responsabilité dans la violation de la présomption d'innocence ou dans son non-respect. Et le code de procédure pénale en lui-même, c'est-à-dire que même l'application la plus orthodoxe du code de procédure pénale, c'est une atteinte à la présomption d'innocence. Toute la justice n'est qu'une atteinte à ce principe qui est censé l'ériger. Mais les responsables, c'est vous, c'est moi, c'est nos cerveaux. Est-ce que vous pensez qu'il est naturel, intuitif et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des avocats, parce que ceux-là sont un peu différents. Est-ce qu'il est naturel, intuitif, alors que tout le monde accuse quelqu'un de dire « Attendez. Est-ce que vous en êtes si sûr ?» Non. Il n'y a pas de... Je lisais ce matin dans Le Parisien un article sur Nicolas Hulot et sur sa maison en Bretagne. Et ça se terminait par le témoignage d'une femme qui habite à proximité, qui ne lui est absolument pas défavorable, et qui disait alors, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est d'une banalité affligeante, mais c'est la nature humaine, c'est ça. Moi, je pense que si je suis avocat, et si j'aime les avocats, je les aime profondément, qui sont des avocats naturels, c'est parce que j'ai jamais eu, même petit, même enfant, j'ai jamais eu ce suivisme. Et par ailleurs, vous détestez le judiciairement correct. Je déteste. Oui. En exergue de votre plaidoyer sobrement intitulé « Secret défense », vous citez André Malraux, « La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache ». Est-ce que c'est pour toucher du doigt cette vérité que vous êtes devenu avocat, Hervé Temim? Non. Non. Non, c'est pas pour ça. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? C'est la patte humaine, c'est le goût du paradoxe, le goût des paradoxes, l'ambivalence, l'ambiguïté? Je crois pas. C'est pas ce qui m'a attiré. C'est sans doute, c'est pour ça que j'avais un moment d'hésitation, c'est sans doute d'une manière inconsciente ce qui m'attire. Aujourd'hui, en partie, ce qui m'attire. Non, je crois, je vais vous dire, c'est une particulière sensibilité à l'injustice depuis l'enfance. C'est le goût de défendre, la détestation des accusations. Alors justement, le goût de défendre. La défense dans la peau, Hervé Temim, ce n'est pas juste le titre d'un de vos livres, c'est aussi, vous respirez pour et par ce métier. Vous êtes donc bien placé pour répondre à cette question. Qu'est-ce que défendre? Vous savez... Qu'est-ce que défendre et quelles sont les qualités requises pour bien défendre? Ça peut vous paraître ridicule, mais cette question, qui est a priori une question d'évidence, je me la pose encore. J'essaye encore, et je crois que j'y arriverai jamais, de bien comprendre ce qu'est défendre. Défendre, c'est tout faire pour essayer... Je parle défendre pas dans la vie, défendre comme avocat. Tout faire pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible pour la personne qu'on défend, dans le plus grand respect de ce qu'elle est, de son intégrité, de ce qu'elle souhaite. Parce que je pourrais décliner les raisons pour lesquelles je vous dis ça, c'est très complexe. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon avocat? D'abord, je vais vous dire une chose, et c'est pas du tout une coquetterie. On peut se juger comme avocat qu'en valeur relative. Moi, je suis pas malheureux dans mon métier, je suis épanoui en valeur relative. Mais croyez-moi, j'ai jamais oublié la formule d'un immense avocat qui s'appelle Jean-Louis Pelletier, qui, répétant, parce que notre métier est un métier de lignée, répétant les propos... Oui, de transmission totalement. Répétant les propos des grands avocats de provençaux, méridionaux, etc., disait « Le meilleur d'entre nous n'est pas à la hauteur du métier ». Et ça, c'est vrai. Il ne faut jamais l'oublier. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient le Messi ou le Zidane du barreau? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en deuxième division, mais il y a peu qui jouent au Real Madrid. Vous jouez au Real Madrid. Alors, je vais vous dire une chose, l'envie. L'envie. Vous
Vous savez, moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une grosse équipe d'avocats avec moi, dont je suis un peu le coach. Maintenant, moi, mon avenir, si j'en ai un, c'est eux. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Et je leur dis un truc que j'ai compris avec le temps, qui est tout bête. Alors, sauf si vous êtes John McEnroe, ou Picasso, ou Pablo Casals, voilà, il est quand même rare dans la vie professionnelle qu'il vous arrive des choses que vous n'ayez pas voulu. Donc il faut le vouloir très fort. Et c'est une envie qui est parfois pas forcément exprimée. Donc l'envie et l'ambition. Mais l'ambition au sens noble du terme. Ouais. Oui. Alors vous êtes joueur, vous détestez perdre et vous êtes un champion du calcul mental et de l'arithmétique. Est-ce que justement, un dossier, ça relève aussi de l'équation mathématique? Alors, je déteste perdre. Vous savez, j'ai compris, j'ai toujours aimé, je suis un très très bon, un piètre sportif, mais par contre, dans mon fauteuil ou dans les stades ou à la télé, je suis vraiment d'un niveau exceptionnel. Et j'avais une idole au tennis qui était John McEnroe. Et j'ai lu un jour une biographie de John McEnroe par Richard Evans et j'ai tout compris. Et ça correspondait à ce que je ressentais à mon tout petit niveau de joueur de tennis. Non, je plaisante. Et d'avocat, mais j'ai joué En fait, c'est pas sans lien avec le côté joueur, parce que joueur, c'est un peu le mythe de Sisyphe. C'est pas aimer perdre, c'est aimer se sauver. En fait, ce qu'on aime, c'est moins gagner que détester perdre. Ouais, ce qui prend le pas, c'est la détestation de la défaite. Ça peut vous rendre malade, comme Henri Leclerc, de perdre? Complètement malade. Vous parlez d'Henri Leclerc, j'allais vous dire, vous voyez, par exemple, je pense, j'ai bien réfléchi à tout ça. Henri Leclerc, qui est probablement un avocat d'exception, qui est notre référence, comme vous le disiez, eh bien, je crois que sa plus grande qualité, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'échec dont il ne se soit senti directement responsable, voire coupable. Et c'est-à-dire, si vous n'êtes pas prêt à assumer la responsabilité totale d'un échec, vous ne pouvez pas gagner. Et vous savez, je dis ça avec le sourire, mais c'est pas drôle, l'échec pour nous, c'est grave, c'est dur. Parce que l'échec, c'est pas simplement des tomates, parfois on nous compare, et c'est pas idiot avec des comédiens ou avec des gens qui... Vous savez, c'est pas les tomates ou les mauvaises critiques, hein. C'est... voilà, c'est la vie d'un homme ou d'une femme qui est gâchée, dont vous vous dites que si vous aviez défendu différemment son cas, ça aurait pu être autre chose. Vous parlez du jeu. Vous vous méfiez de la lumière, mais vous ne dédaignez pas le cinéma. On vous a vu dans les films d'Audiard, Maïwenn, dernièrement dans Les choses humaines de Yvan Attal. L'avocat serait-il un comédien contrarié? Il y a un peu de ça. J'avais écrit dans mon bouquin La défense dans la peau, j'avais écrit un chapitre en disant l'avocat rond de cuir ou saltimbanque. On est un peu des deux. Je vais vous dire, il faut être capable d'être un peu sévère avec soi-même. Non, je ne me méfie pas de la lumière. Je suis conscient du fait que mon métier est un métier où j'ai des affaires extrêmement sérieuses dont je dois m'occuper, des clients extrêmement sérieux, importants, donc je ne fais pas n'importe quoi. Mais j'aime la lumière, je suis attiré par la lumière. Il y a une part de jeu dans une plaidoirie, parce que je sais que vous faites salle comble à chacune de vos audiences. J'aimerais bien, mais non. C'est vrai. Non. Yasmina Reza va jusqu'à dire que vous donnez envie de commettre un crime rien que pour vous voir à l'œuvre. Alors, ça me fait penser à ma grand-mère qui va jamais... Non, attendez, tout ça... Non, je vais vous dire une chose. Part de jeu, non. C'est triste, parce que ça n'a pas changé depuis tant d'années. C'est ce que je préfère faire au monde. Voilà. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une vocation pour un métier que je ne connaissais pas. Alors, une vocation, est-ce que vous étiez prédestiné? Parce que votre ancien confrère, Éric Dupond-Moretti, affirme que ce n'est pas... on ne devient pas avocat pénaliste par hasard. On a un compte à régler. Est-ce que vous avez des comptes à régler? Oui, je pense, bien sûr. Oui. Je pense... Enfin, alors, moi, je n'ai pas du tout une revanche sociale. C'est pas du tout de ce type-là. Je pense que... Oui, c'est évident. Bon, mais j'ai eu le tort d'en parler déjà une fois. Donc, vous en parlez une fois, vous en parlez toujours. Oui... Le fait, par exemple, d'avoir perdu votre père jeune... C'est évident. Ouais. Quand on est confronté à la souffrance jeune, c'est une chance pour un avocat, d'une certaine manière, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Oui. Mais vous voulez que je vous dise ce que je pense? Oui. C'est une chance pour tout être humain, si on peut en sortir. Moi, j'en suis sorti très vite.
C'est une chance, ouais. Bien sûr, pas une chance, c'est une richesse. Oui. Je n'ai jamais eu dans ma vie d'atome crochu, jamais, avec des hommes ou des femmes qui n'aient pas connu la souffrance. Je n'ai jamais ri, vraiment, à gorge déployée. Je peux avoir des fous rires sans fin avec des hommes ou des femmes qui n'ont pas un sens profond de ce qui est désespérant dans la vie. Henri Leclerc affirme qu'on ne plaide jamais que pour soi. Je l'ai entendu dire ça il y a très longtemps déjà. Ouais. Non. C'est vrai, mais... Oui, ce qui est vrai, c'est qu'on est toujours soi quand on plaide. Je le dirais plutôt comme ça, moins bien qu'Henri, hein, mais je vous dis, il a toujours raison, mais non, mais je dirais ça plutôt, on est toujours soi quand on plaide. Vous voyez, c'est peut-être d'ailleurs une des différences qu'il peut y avoir avec un comédien qui joue des rôles. On ne joue pas un rôle. Un avocat qui joue un rôle est un mauvais avocat. Un avocat qui en fait trop, c'est grotesque. Un avocat qui endosse un costume trop large pour lui, il est à côté de la plaque. Mais non, je pense, oui, on est toujours soi-même quand on plaide. Hervé Temim, l'opinion publique exige ces temps-ci de plus en plus réparation à la justice. Or, vous ne croyez pas aux vertus thérapeutiques du procès pénal, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas son rôle. C'est pas que je ne crois pas aux vertus thérapeutiques du procès pénal. Il peut y avoir des vertus thérapeutiques au procès pénal. Il peut y avoir aussi des dégâts horribles à l'occasion de procès pénal causés à des victimes ou à des plaignants. Je crois que malheureusement, il faut avoir le courage de dire et d'admettre que ça n'est pas la fonction de la justice. La justice n'a pas pour but de réparer des dégâts. La justice, elle a pour but de chercher la vérité et de dire si oui ou non les hommes et les femmes qui sont déférés devant elle sont coupables. Les procès aujourd'hui se font en dehors de l'arène judiciaire. De plus en plus, c'est le tam-tam et le tribunal médiatique qui s'en chargent. Oui, mais la justice, justement, c'est pour ça que je suis, moi, un ardent défenseur des juges, avec qui j'ai parfois il y a parfois des audiences houleuses, des rapports extrêmement violents dans certains cas, mais j'ai beaucoup de... Je défends avec ardeur les juges et je mets en avant, j'exalte même leur rôle, parce que face au tribunal médiatique, il paraît que ça n'existe pas, tu parles, face au tribunal médiatique, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer ? L'application de la loi, et qui l'applique ? Les juges. Donc vous avez raison, c'est un des travers de l'époque. Il a toujours existé ce travers, mais c'est un des travers marquants de l'époque, je dirais. Amplifié par les réseaux sociaux. Oui, voilà, mais la justice, les juges savent parfois résister au préjugement médiatique. Je ne fais pas partie des avocats qui considèrent que le jugement médiatique ou le préjugement médiatique est nécessairement confirmé par le jugement judiciaire. Je pense même que très souvent, je ne parle pas de stratégie très élaborée là, je ne dévoile pas de secret de fabrication, si d'ailleurs il y en a, mais je crois que même souvent il faut savoir jouer les juges contre les médias. Une question importante, que votre client soit innocent ou coupable, est-elle la question ? Finalement, ce qui prime, est-ce que c'est le respect du droit et non la recherche de la vérité ? Qu'est-ce qui prime ? Écoutez, je vous en pose des questions. Non, c'est pas du tout piège, vous les posez très bien. C'est ça qui fait qu'il est difficile d'y répondre en une phrase. Pour un avocat, ça n'est pas la vérité qui prime. C'est choquant. Mais si la vérité prime, pour vous, il ne faut pas être avocat. Il faut être policier ou juge. Ça ne veut pas dire... Et là encore, je suis minoritaire car beaucoup d'avocats vous disent que la vérité ne les intéresse pas. Moi, ça n'est pas mon cas. Ça ne veut pas dire que la vérité ne vous intéresse pas. Mais ce qui compte pour un avocat, c'est le respect du droit. Et le droit, c'est quoi ? C'est qu'une personne contre laquelle les preuves réunies ne sont pas suffisantes ne soit pas condamnée. Voilà. Est-ce qu'on demande la vérité à nos clients ? Non, pas toujours. Non, pas toujours. Parfois, oui. Quand je considère que s'ils me mentent, ils se font du tort à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de confiance entre un avocat et son client qui sont des espaces parfois vitaux. Il y a des choses où vous n'avez pas le droit de mentir parce que si vous me mentez, eh bien vous faites du tort. Mais vous savez,
et ça les juges parfois le comprennent mal, les avocats, même s'ils ne recherchent pas la vérité, sont de formidables accoucheurs de la vérité. Parce que comment on arrive, par exemple, à faire en sorte que quelqu'un qui soutient l'insoutenable ne le soutienne plus? Pas du tout en lui disant « Attendez, vous me racontez n'importe quoi, vous mentez, dites-moi la vérité ». Mais en le mettant en quelque sorte échec et mat par rapport aux éléments du dossier et par rapport aux réponses qu'il pourra avoir à donner à des questions. Si j'avais le temps, j'ai tellement d'anecdotes à mourir de rire là-dessus. Pour certains pénalistes, être du côté des parties civiles, c'est trahir l'essence même du métier. Vous avez été plus souvent sur le banc de la défense que du côté des parties civiles. C'est un regret? Non, j'ai pas été plus souvent, j'ai été beaucoup plus souvent sur les bancs de la défense. En tout cas, vous aimez plaider le vent de face? Oui, d'abord, je pense que si vous voulez plaider le vent dans le dos, c'est comme ne pas plaider. Mais, et vous savez, vous parlez de... C'est vrai, c'est une expression que j'ai utilisée. Mais regardez, on fait une métaphore sportive. Si vous sautez en longueur ou vous courez à 100 mètres, et si le vent est à 2 mètres, est supérieur à 2 mètres par seconde, eh ben, votre corps n'est pas homologué. Plaider le vent dans le dos, c'est... Donc, écoutez, ce n'est pas un regret? Non, pas du tout. En revanche, je n'irai pas du tout jusqu'à dire que plaider du côté des parties civiles, c'est trahir le métier d'avocat. Certainement pas. Il y a certains avocats de partie civile qui exercent leur fonction d'avocat de partie civile d'une manière qui est méprisable. Mais il y a des avocats de la défense qui le font aussi d'une manière méprisable. Non, il ne faut pas aller dans ces caricatures-là. Mais moi, mes modèles, c'est Badinter, Leclerc, avant Pollack, Moreau-Diaferri, les grands... C'est ça que j'aime. Moi, j'aime les gens qui défendent. La fonction sociale du lanceur d'alerte, elle est de défendre l'indéfendable. Celle de défendre celui qui est accusé, celui qui est dans une position difficile. Voilà, c'est ça que j'aime. Mais ça n'est pas du tout que je ne respecte pas d'autres approches du métier, d'autres conceptions du métier, et que je méconsidère la fonction sociale des lanceurs d'alerte, le courage qu'il leur faut. Ça n'a rien à voir. Notre métier est un métier très particulier, très, très particulier. J'aimerais conclure et vous laisser le mot de la fin. Comment expliquez-vous qu'il y ait une telle crise des vocations dans votre métier ces dernières années? Qu'attendez-vous à la fois de la justice et qu'auriez-vous envie de dire à tous les apprentis avocats? Vous savez, je vais vous dire une chose, vous n'imaginez même pas à quel point il y a un appel des vocations pour la défense pénale, c'est inouï. Le nombre de jeunes avocats qui veulent faire du pénal, le nombre... Aujourd'hui... peut-être, mais en tout cas... Le pénal, oui, le pénal. C'est formidable. Vous savez ce que je leur dirais? Mais je vais vous dire, moi, je pense... J'ai écouté l'autre jour un... Je ne sais plus qui c'était, parce que j'écoute tellement de podcasts, etc. La radio, c'est merveilleux aussi. Comme un type qui expliquait qu'en fait, on a toujours l'âge de son traumatisme, quand on en a vécu un. Ça voudrait dire qu'Éric Dupond-Moretti a 4 ans. Mais moi, j'en ai 10. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé d'un iota depuis le jour où j'ai perdu mon père. Et je suis resté le même. Et avec la même naïveté, le même enthousiasme, je leur dirais, soyez avocats. C'est le plus beau métier du monde. La réalité dépassera vos rêves les plus fous. C'est un métier merveilleux. Et le meilleur d'entre nous n'est pas à la hauteur du métier. Merci. Merci à vous.